Je vais vous donner un petit vue sur le projet DEAL, qui est maintenant dans la 6e année en Allemagne. Donc, pour mettre vous en scène, donc, je vais vous montrer une courbe que tout le monde connaît, je crois. Ce sont les frais d'augmentation pour les journaux, disons, scientifiques, le rouge. Et vous avez aussi l'augmentation des coûts de vie et, pour les monographies. Et vous voyez la grande différence là. Et c'est 400% augmenté, 500% augmenté dans les années, les dernières 30 années. Et ça, c'est quelque chose qui a fait penser la communauté en Allemagne qu'il faut faire quelque chose. Surtout les budgets dans les bibliothèques sont maintenant de telle façon que les présidents des universités s'intéressent au budget des bibliothèques parce que c'est un grand montant qui va vers les licences. Et on pense que peut-être un peu plus utiliser cet argent pour faire de la science. Donc ça c'est la scène, et on a demandé la librairie de Max Planck de faire une analyse, et ils ont fait une analyse combien d'argent dans le monde entier est maintenant utilisé pour les licences. Et vous voyez, ça c'est les chiffres de 3 ans passés. Donc c'est à peu près aujourd'hui 8 milliards de dollars et 8 milliards de dollars sur 2 millions de publications. Et chez nous, on aime bien cette division. Combien ça coûte une publication, soit par licence, soit dans le sens inverse, soit directement payé. Mais vous voyez, là, dans 7 ans, c'était 3 800 dollars par publication. Maintenant, on est arrivé vers 4 000 dollars par publication. N'importe comment, ça c'est le moyen. On a dit, bon, avec un peu d'effort, on peut réduire ça par un facteur de 2 facilement. Et on arrive à un coût pour les publications de 2 000 € par publication. Et ça, c'est quelque chose qui a maintenant convaincu l'Alliance de sciences en Allemagne de commencer un projet, de négocier pour avoir des contrats nationaux avec les éditeurs et ne plus avoir les 800 contrats différents individuels. Donc l'idée, c'était aussi, dans les contrats, de savoir combien d'argent l'Allemagne paye pour ces éditeurs. Et donc, vous voyez ici une participation. Donc, vous voyez, c'est Elsevier à peu près un tiers, Springer Nature 17%, Wiley 13%, et le reste, c'est 40%. Le total, c'est à peu près 150 millions € par année que l'Allemagne paye pour licence ou a payé pour les licences dans le passé. Donc ça, c'est la situation. Et à part de ça, on a commencé à dire qu'il faut une négociation nationale pour avoir des accords pour le portfolio des journaux et avec les publishers les majeurs. Donc ça, c'est Elsevier, Springer Nature et Wiley. Et ça, c'est aussi dans la politique européenne et aussi l'Allemagne de transformer dans une situation open access, open science, open data. Donc ça, c'était la situation. Quels sont les buts de ces négociations? Bien sûr, l'idée, c'était avoir une question des institutions, combien d'institutions vont participer. Et chez nous, on a dit, bon, c'est toutes les institutions publiques qui sont supportées par l'argent public, donc dans les institutions académiques. C'est pas seulement dans les universités, mais aussi c'est dans les instituts de Max Planck, de Helmholtz, de Leibniz et de Fraunhofer, etc. Nous, on a dit, pour une transition, il faut avoir quelque chose qui facilite cette transition. On a le modèle Publish and Read. Ça veut dire toutes les publications
de cette institution doivent être immédiatement Golden Open Access. Par contre, les institutions de deal, ils obtiennent un accès perpétuel pour le portfolio complet des publishers, des éditeurs. Et aussi, bien sûr, le fair pricing. Et il faut avoir pas un APC, mais il faut quelque chose un peu différent, une sorte de coût pour payer, pour lire et publier en même temps. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'ils ont le devoir pour un scientifique, c'est de publier. Pour lui, l'important, c'est pas pour lire, pour lui ou pour elle, la chose la plus importante, c'est d'être lu par les copains, par les autres. Donc ça, c'est le devoir de la publication pour présenter les résultats de la recherche à la communauté ou aussi au public. Donc pour nous maintenant, c'est important pour le moment, pour la phase de transition, de couvrir l'accès doré et aussi les journaux hybrides pour commencer, pour avoir cette transition. Donc ça, c'est l'idée. Et comment ça s'est fait? Donc bien sûr, je vous ai dit qu'il y a une initiation faite par l'Alliance de Sciences. Donc ce sont les organisations de recherche en Allemagne et aussi la conférence directeur, l'Académie de l'Allemagne et aussi le Deutsche Forschungsgemeinschaft. Il y a un comité de direction qui prend des décisions stratégiques, qui regarde le progrès et qui fait la communication avec les participants et pour les institutions qui participent. Il y a aussi un groupe de projets qui fait le planning et le controlling. Et donc, ça, c'est la situation qu'on a fait. Et la chose la plus importante, que dans le groupe de négociation, là, la moitié des gens qui sont là-dedans sont des scientifiques. Et ce n'est pas les bibliothécaires, ce n'est pas les présidents des universités. Aussi, on a un ou deux présidents des universités, mais la plupart des gens sont les scientifiques. Et ça, c'est quelque chose qui a donné beaucoup de support aussi par la communauté scientifique. Bon, ça c'était l'idée. Donc, on a commencé en 2014 avec tout ce que je vous ai décrit. On a commencé avec les négociations avec Elsevier en 2016. Aujourd'hui, on a 2019. On n'a pas avancé avec Elsevier, pour vrai dire. Mais à la fin de 2017, 80 institutions ont arrêté les contrats avec Elsevier. Et maintenant, l'année passée, à la fin de l'année passée aussi, l'association de Max Planck a arrêté les contrats de Elsevier. Et donc maintenant, je crois que c'est très très peu des contrats avec Elsevier qui sont encore valables en Allemagne. Donc l'Allemagne, pour le moment, elle ne paye pas les 50 millions d'euros par année, mais beaucoup moins. Donc Elsevier, pour le moment, fait un peu des problèmes internes parce que l'argent de l'Allemagne manque dans leur budget. Mais par contre, avec les contrats qu'ils ont, avec 3 à 4% d'augmentation chaque année, donc c'est ce qu'ils perdent en Allemagne, c'est à peu près 4% de leurs revenus. Donc après une année, c'est déjà fait. Donc ça, c'est le problème qu'on a. C'est un éditeur tellement grand et tellement riche. Là, il y a des problèmes vraiment d'avoir un peu de puissance. On a fait à 2018, on a des accords intérim avec Springer Nature et Wiley pour continuer les négociations. Et donc, le grand succès, c'était le 15 janvier 2019. On a un contrat national signé avec Wiley et je vais vous montrer un peu les détails. Ce contrat, il
il est publié dans l'Internet, tout le monde peut le regarder et peut suivre les résultats. Donc, c'est ce que j'ai dit. Avec Elsevier, on n'est pas du tout arrivé un peu plus. Donc, c'est-à-dire, on attend maintenant un peu le renégociation avec Elsevier parce qu'ils ont changé leur CEO. Donc, j'ai le premier rendez-vous avec la nouvelle CEO le 23 avril. On verra si ça bouge ou si ça ne bouge pas. Avec Springer Nature, pour le moment, on est aussi dans une situation de négociation. Aussi, la situation n'est pas simple. Et on a maintenant, nous, on a donné un ultimatum à Springer Nature de bouger jusqu'à la fin de ce mois. Sinon, on va aussi arrêter les contrats avec Springer Nature pour le moment pour augmenter la pression. La raison pour laquelle on fait ça, c'est bien sûr parce qu'on a maintenant le contrat avec Wiley, qui pour nous, c'est un benchmark dans ces discussions. Et on dit, bon, ça c'est Wiley, bon, maintenant, ça c'est quelque chose à vous de suivre ou à de ne pas suivre. Et pour vous, c'est le problème que Wiley a changé. Donc, vous voyez ici un peu la cérémonie de signature à Berlin. Mais donc, plutôt, c'est intéressant de voir un peu les résultats. Qu'est-ce qu'on a achevé? Donc, en Allemagne, il y a maintenant 700 institutions en accord avec la définition qui font partie de cette négociation. Le modèle, c'est Publish and Read. Donc, all publications qui sont soumises par un auteur d'une institution académique de l'Allemagne, qui est l'auteur correspondant, ils peuvent être publiés open access dans tous les 1700 journaux de Wiley. Et les institutions, ils doivent payer ils ont complet accès au portfolio de Wiley. Et donc, le par-fee pour publication, c'est 2750 €. Donc, si vous multipliez ça avec le nombre de publications qu'on a eues dans le passé, on paye 1 million d'euros moins qu'on avait payé il y a 2 ans. The Golden Open Access, donc accès doré, c'est inclus et on a négocié un 20% de discount sur les listes des prix. C'était assez difficile de trouver un prix commun pour le Golden Open Access, comme vous avez dit, parce que la variation, c'est entre 150 et 7000 €, et ça, c'est assez difficile. Donc, on a dit, bon, quand on va prendre un prix moyen pour ceux qui payent beaucoup, ils sont contents, mais les autres, ils ne sont pas contents du tout. Donc, on a dit, bon, le discount, c'est beaucoup meilleur. Et bien sûr, le contrat est transparent et il est publié un mois plus tard. Et c'est ce qui est très, très important là-dedans, c'est le copyright reste chez les auteurs. Le copyright ne va pas aller chez Wiley. Tout de suite, le copyright reste chez les auteurs. Bon, maintenant, un petit commentaire sur les impact factors, et après je vais finir, parce qu'on a tout le temps les discussions que l'impact factor, c'est quelque chose de très important pour discuter la bibliométrie d'un chercheur. Donc, il est introduit il y a 40 années. Il a beaucoup d'effets sur l'écosystème scientifique. Il a transformé l'industrie de publication. Il a aussi transformé et formé les pratiques des employés, les professeurs, aussi pour les allocations des ressources. Donc, une question, c'est aussi de discuter ça un peu plus en détail, parce qu'aujourd'hui, dans l'Internet, c'est beaucoup plus facile de mesurer l'impact d'une publication individuelle que de mesurer le facteur d'impact de tout un journal. Donc, la calculation de impact factor est bien sûr évident. C'est le rapport entre les nombres de citations reçues dans une certaine année divisé
par les nombres des papiers publiés dans ce journal. Donc, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est dans les mains des éditeurs de le changer, parce que pour chaque article de review qu'ils peuvent demander à quelqu'un d'écrire, ils augmentent le nombre de citations, et donc le facteur d'impact augmente sans que l'impact des publications individuelles augmente. Et ça, c'est le vrai problème. Il y a des analyses que dans quelques journaux, de temps en temps, ça arrive que 95% des publications ne sont pas citées du tout, mais il y en a 5% qui ont cité beaucoup, donc le facteur d'impact est élevé. Et ça, c'est quelque chose, avec les moyennes, on ne peut plus, disons, évaluer la communauté scientifique. Bon, ça, c'est les critiques sur le facteur d'impact. Et je pense qu'il faut aussi bien réfléchir là-dessus, comment faire dans le futur. Donc, j'ai dit que maintenant, il faut avoir des moyens pour évaluer les publications individuelles. C'est beaucoup plus simple, et c'est très simple, et c'est aussi fait. Et donc, et ne plus regarder les grands facteurs impact des journaux. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc la discussion est ouverte. Oui, Pierre Bronstein. Merci. Oui. Vous nous avez très bien montré combien l'unité du système allemand, qui était en soi un défi remarquablement bien relevé, a permis d'aboutir à des accords remarquables, en particulier au profit des auteurs et avec des baisses de coûts significatives. En Europe, tout le monde est d'accord avec le plan S, mais chacun négocie quand même plus ou moins dans son coin. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'il est encore temps, en Europe, d'arriver à s'unir d'une manière ou d'une autre, sous l'égide de la Commission, sous l'égide de l'ERC, sous l'égide de je ne sais qui, pour arriver à favoriser les négociations encore en cours? Et la deuxième question qui est rattachée à la précédente, hors d'Europe, on sait qu'au Japon, le plan S a suscité un grand intérêt, et la semaine dernière, en Chine, les plus grandes universités, les plus grandes bibliothèques universitaires, sous l'égide de l'Académie des sciences, c'était le 26 mars, ont signé un accord pour montrer leur accord parfait avec le plan S en 17 points, les mesures à prendre, etc. Donc c'est véritablement un problème global. Quand on voit la part de la Chine dans les publications à l'heure actuelle, c'est un problème considérable. Pensez-vous que c'est possible? Quoi faire pour être plus efficace collectivement dans ces négociations? Vous qui en avez l'expérience du quotidien, d'avoir eu les mains plongées dans cette affaire-là depuis pas mal d'années. Merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord qu'une action internationale pourrait, disons, accélérer bien sûr le processus de transformation, mais quand même le monde est assez divisé, assez difficile à gérer. Pour moi, je crois que ça serait vraiment une chance si, sous la direction de l'Union européenne, on pourrait faire quelque chose. Parce que les pays qui sont là-dedans, ils se rencontrent assez souvent, ils s'échangent. Et pour moi, le problème, c'est si on fait quelque chose comme ça de très sérieux, il faut avoir aussi le support politique, parce qu'en général, le lobbying des éditeurs à Bruxelles, c'est assez intense, et on sait qu'est-ce que ça donne avec la nouvelle loi de copyright. On a vu assez de problèmes, surtout en Allemagne, il y en avait beaucoup de discussions. Donc pour moi, bien sûr, si l'Union européenne prenne une initiative pour, disons, un progrès de développer le plan S un peu plus, ça, je pense qu'on pourrait bien profiter, et aussi mettre une marque dans toutes ces discussions internationales, parce que vous savez aussi, les universités en Californie, elles ont arrêté leur contrat avec Elsevier, etc. Surtout
disons, avec les autres, avec Springer et Wiley, on arrive maintenant à trouver des solutions. Mais avec Elsevier, je pense que c'est assez difficile parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ont un bénéfice de 40% à peu près. Donc ça, c'est quelque chose qui est intolérable. Et là, il fallait faire quelque chose ensemble. Merci. Denis Jérôme. Oui, vous avez très bien mis l'accent sur la transparence de l'accord que l'Allemagne a signé avec Wiley. Je pense qu'il est effectivement tout à fait transparent du point de vue de l'Allemagne. Maintenant, je suis un peu plus inquiet sur la transparence vis-à-vis des autres pays que l'Allemagne. Donc, j'imagine que la proportion d'articles allemands chez Wiley, c'est, disons, entre 10 et 15% de tous les articles Wiley. C'est à peu près correct. Donc, comme ces articles seront accessibles gratuitement par le monde entier, il me semblerait assez normal que pour le reste du monde, les abonnements n'augmentent pas, mais au contraire, diminuent de 10 ou 15%. Mais évidemment, c'est un modèle économique qui n'est absolument pas stable. Maintenant, si je me place du point de vue des éditeurs, vu que le budget allemand pour cet éditeur, vous l'avez dit, a plutôt diminué, vous avez dit justement que l'accord fait un budget constant, c'est évident que je ne vois pas trop, sauf si tout le monde fait la transformation, je ne vois pas comment ça peut être vivable pour un éditeur qui est quand même commercial. Bien sûr. Wiley, quand on a eu cette cérémonie de signature à Berlin, en même temps, il y avait un congrès, on a discuté les Open Access, Open Science, Open Data. Et un représentant de la compagnie a dit, bon, la vie va changer et aussi la méthode de publier va changer. Et pour nous, c'est important de participer et aussi de former cette transition de publication. Autrement, on va disparaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît encore la compagnie Kodak ou Nokia? Parce qu'eux, ils ont eu un monopole pratiquement. Kodak a même inventé la photographie électronique, mais l'a supprimé parce que voulait garder son modèle de travail, son modèle d'argent. Et ça, c'est quelque chose, si une compagnie n'arrive pas à suivre les transitions qui se font maintenant dans le monde entier, ils vont disparaître. Ça, c'est bien sûr clair, parce qu'on a discuté. Je pense aussi que la sorte de publication, comme c'est aujourd'hui, c'est beaucoup moins d'importance dans le futur. Les datas sont beaucoup plus importants. Et la question, c'est que Carl a démontré ce matin que la publication, c'était seulement une petite addition avec les datas. C'est une sorte d'interprétation de ces datas, mais les datas sont plus importants. Et ça va changer. Et aussi, dans quelques domaines, encore, la culture, c'est tellement différent que les preprint sont même plus importants que le papier final. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Et pour ça, Wiley a dit, bon, on aimerait bien participer à ça, mais avec les jeunes scientifiques, on veut développer la structure de publication pour le futur. Et c'est pour ça que Wiley a signé ce contrat. Parce qu'on a dit, avec la Jeune Académie de l'Allemagne, on va faire développer la méthode de publication. Ce n'est pas, disons, la solution finale, mais quand même, c'est une étape pour développer ce que va se passer dans le futur. C'est pour ça, je pense que quand on reste sur les anciens modèles, on dit, bon, pour nous, c'est moins économique. Bien sûr, c'est le moins économique, mais ça, c'est notre but, hein, c'est notre idée de ne plus payer ça. Et donc, Elsevier, c'est la caisse la plus grande des fonds de pension aux États-Unis. Alors là, on peut voir d'où ça vient. Hein, et ça, c'est notre argent. On paye les pensions aux États-Unis. Selon le contrat avec Wiley, qui paye les 2750 € de frais par article? C'est chaque labo, chaque auteur?
mais Non, centralisé. non, pour le moment, c'est une redistribution de l'argent qui est payé par l'Allemagne, par les licences. On collecte l'argent de licence donc dans le Max Planck Digital Library, et à partir de ça, on paye les 2700 € par publication. Et bien sûr, il y a des institutions très intenses, par exemple l'Université de Heidelberg, qui doit payer plus dans le futur. Mais bien sûr, quand on a une activité scientifique, il faut aussi payer plus. Et ce n'est pas normal qu'une petite université dans la campagne paye les publications dans Heidelberg. Pour nous, la transformation, c'est que dans chaque budget d'un projet, à la fin, il doit avoir un certain montant pour la publication. Et cette transformation est maintenant en Allemagne en train d'organiser. Et on ne parle pas de beaucoup d'argent. Parce que l'argent qu'on dépense pour la recherche, c'est énorme. On parle, par exemple, si on a un petit projet pour 100 000 € par année, donc chez nous, on doit payer un thésard déjà. Donc ça, c'est déjà 70 000 sont déjà partis. Il faut payer un overhead à l'université. Là, encore, 20% sont faits. Donc si on dit, bon, pour une publication, pour chaque année avec un thésard, on vous donne 2 000 € ou 3 000 €. C'est 3% ou 2% du projet. C'est pas grave du tout. Et cette publication, avec un thésard, on ne va pas faire 3 publications. Chaque année, une publication. Peut-être dans les 3 ans qui viennent, 1 ou 2, et c'est tout. Donc ça, c'est la situation. Donc le problème, l'important, c'est aussi cette transformation à la fin, d'avoir une participation du projet à la publication. Parce que aussi dans les projets, on a l'argent pour visiter les conférences. Ça, c'est aussi rien d'autre que la publicité pour la recherche, comme une publication. On prend une dernière question. Oui, est-ce que vous savez, suite au deal, si l'attitude de la communauté scientifique en Allemagne a changé? Par exemple, en ce qui concerne, j'imagine, les publications, ils vont plutôt publier dans Wiley, mais pour le reviewing aussi. Pas pour le moment. C'est tout neuf, tout récent. On ne peut encore rien dire. Mais j'en suis sûr que ça va changer parce qu'avec Wiley maintenant, tout est Golden Open Access directement. Donc, et on sait que quand on publie Accès doré, nombre de citations augmente de 30%. Bien sûr. Et ça va changer de toute façon. Et ça, c'est aussi l'idée de Wiley pour être le premier. Bien joué. Bien. Merci beaucoup. Merci.